Et ben, je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, je suis Gabrielle Perroin, vous êtes dans l'atelier numéro 10 qui va porter sur prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est-à-dire donner, se donner et juste. Alors, déjà, pour me présenter un petit peu, je connais certaines personnes, mais voilà, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, je suis toulousaine, même si j'ai passé 10 ans en Amérique du Sud. Je suis voisine paroissienne de Sainte-Claire. Voilà, je suis mariée, j'ai 3 grands-enfants. Mon métier, c'est l'accompagnement, l'aide, puisqu'en fait, je suis formatrice et coach. Et j'interviens notamment dans le centre de gestion du stress de Toulouse et Agen. Ma sensibilité, c'est ignatienne, puisque je fais partie des communautés chrétiennes et du mouvement des cadres chrétiens. Dans le cadre donc, de mon quotidien, j'accompagne les personnes, puisque au départ, j'ai fait des études en psychologie, avec une spécialité psychologie du travail et gérontopsychologie, l'écoute et la communication, la gestion des conflits. Et les outils de connaissance de soi, donc tout ce qui permet d'accéder à l'intelligence émotionnelle. Et disons tout ça pour un mieux vivre ensemble, pour oui, un vivre ensemble fraternel et chaleureux. Voilà. Donc, dans le cadre de pouvoir être aux côtés des personnes qui traversent des périodes complexes, qui vivent des tempêtes, et donc avec ce que ça suppose comme fragilité, puisqu'on se sent fragilisé dès qu'on va traverser une tempête, c'est l'idée de pouvoir écouter les personnes, leur transmettre des outils qui favorisent la prise de recul, la prise de hauteur, et puis qui soient des éléments de soutien pour pouvoir justement arriver à vivre ou survivre dans ces moments particulièrement complexes. Donc, dans les situations que je rencontre au quotidien, beaucoup de personnes qui sont en épuisement professionnel et plus largement, des situations qui peuvent être des abus de pouvoir, des abus de faiblesse, des souffrances et des violences également. Voilà. Et donc, dans le cadre de tout ce qui est le stress, comment on est plus ou moins chacun, selon les moments, selon les événements, résistant à ce stress et comment ce stress peut amener des dérapages, de l'usure, voilà, et puis finalement, parfois, de l'épuisement qui nécessite vraiment de prendre soin. Donc, mon rôle, c'est d'intervenir en prévention au maximum pour anticiper sur ces situations critiques, au final, qui font que, voilà, on peut se retrouver avec des événements vraiment, j'allais dire, inappropriés, des comportements inadaptés. Alors, dans le cadre de mes interventions, j'ai notamment pu, comme ça, dans les dernières années, intervenir à l'IERP auprès des personnes qui se forment pour l'animation pastorale, également au niveau des aumôniers dans le secteur de la santé, voilà, qui sont souvent particulièrement impactés. Si certains d'entre vous étaient à la conférence ce matin du CRIAF, on a parlé du traumatisme vicariant. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que toutes les personnes qui sont particulièrement dans la relation d'aide, dans le soutien de personnes en situation vraiment critique, de par l'empathie, de par cette grande capacité d'accueil et d'écoute, peuvent se retrouver indirectement impactés par les événements vécus par les victimes.
Donc les professionnels de santé, les professionnels de prévention d'aide sont plus, plus exposés que les autres à ce. Voilà. Et puis, j'interviens aussi régulièrement pour l'ISFEC, donc pour la formation des enseignants dans l'enseignement privé et dans les établissements scolaires privés, de manière à transmettre aussi tous ces outils, puisque vraiment la prévention, on peut considérer que plus on va transmettre ça à des jeunes, et plus on travaille pour les générations futures. Voilà. Donc, l'atelier est conçu pour être assez interactif. Et donc, c'est plus sous forme de pistes de réflexion, de questions que je vais vous proposer les choses en vous donnant quelques éléments, bien sûr, mais vraiment aller regarder comment, dans nos engagements, où nous nous donnons, jusqu'où on se donne et comment on perçoit ce risque de fatigue, d'usure, d'épuisement, qui au final nous met dans la démarche de prendre soin de soi, parce que comme le disait ce matin sœur Marie-Élie, l'histoire du masque dans un avion, comment puis-je aider les autres si moi-même je commence par être asphyxiée? Donc voilà, cette idée que prendre soin de soi, ce serait du pur égoïsme, ce n'est pas la vision à retenir. C'est plutôt comment je fais en sorte, moi, de préserver mes capacités qui vont me permettre d'être dans l'aide autour de moi. Voilà. Alors, petit préambule par rapport à la créature, chaque créature humaine avec ses 4 dimensions. Donc, notre dimension spirituelle, notre dimension mentale, notre dimension émotionnelle et notre dimension corporelle. Et donc, quand on va dire prendre soin de soi, ça va englober ces quatre dimensions. Et comme chacun est unique, cela veut dire aussi que la façon de prendre soin de ces 4 dimensions va être différente selon chacun. Voilà. Alors, déjà, je vais vous proposer de réfléchir à prendre soin de soi. Prendre soin des autres, qu'est-ce que je mets derrière cette intention? Et on peut se le dire, échanger. Donc, pour vous, prendre soin des autres, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Écouter. Première chose, écouter. Oui. S'intéresser. Comment? S'intéresser. Oui. Être attentif. Oui. Veiller à son confort. Alors, on va prendre par exemple. Veiller à son confort, à ses nécessités. Oui. Rendre service en fonction des besoins de l'autre personne. Oui. Mais il faut les analyser d'abord, parce que tout n'est pas toujours bon à faire. Il y a à prendre en compte. Voilà. Bienveillance. Oui. Connaître. Oui. Bon. Ça donne un éventail assez large. OK. Et quelle serait l'intention quand je prends soin des autres? Qu'est-ce que je vise? Répondre à un besoin, simplement. Bon, oui. Son bien-être, mais il y a le problème aussi de trier un peu dans ce qu'il souhaite, ce que l'autre personne attend. D'abord connaître les attentes, les trier. Mais ça, on met un peu de nous-mêmes quand on trie le besoin de l'autre et c'est pas toujours juste. Voilà. Bonne remarque, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, prendre soin des autres, effectivement, ça prend toutes ces formes-là. Prendre soin de soi.
prendre soin de soi. Là, Se préserver. se préserver, pareil, effectivement. S'unifier. S'unifier, oui. Ne pas refouler. S'écouter. Ne pas refouler nos émotions. S'écouter. S'écouter. Connaître ses limites. Connaître. Ouais, c'est bien ça. Prendre plaisir. Oui. Regarder un film. Ça peut. Non, mais. Voilà. Ça fait partie des... Équilibré. Équilibré. On va... tout à fait. Le mot d'équilibre est particulièrement indiqué. Et donc, la question que je peux me poser quand je prends soin des autres et quand je prends soin de moi, c'est pourquoi? Dans quelle visée? Donc, bon, ça, je vous renvoie à la question individuellement. Et comment je vais m'y prendre? Donc, effectivement, si je perçois des besoins ou des demandes chez l'autre, dans quelle mesure et jusqu'à quel point je vais m'engager dans ce don, puisque j'ai des limites. Alors, rapidement, pour les personnes, qui sont au service et qui ont leur vie consacrée au service, et puis de manière un petit peu différente pour les bénévoles, on peut se demander, voilà, mon engagement, de quand il date, pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai mûri, est-ce que j'ai du soutien dans l'engagement que j'ai pris, et quelle motion intérieure. Alors bon, ben ça, pour Saint Ignace, c'est un terme très, très ignatien, mais qu'est-ce que, à l'intérieur de moi, cet engagement, comment c'était au moment où je l'ai pris, comment c'est aujourd'hui, hein, dans ce que ça me fait vivre intérieurement. Est-ce que c'est de l'ordre de la paix intérieure? Donc, allez regarder comment, voilà, ce qui était à la genèse de mon engagement. Et puis mon engagement, si je l'ai pris il y a un certain temps, il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies, à l'époque, j'avais l'âge auquel j'ai pris la décision. Le temps est passé et aujourd'hui, il est probable que je ne sois plus exactement dans la même forme physique, etc. Le temps est passé. Et donc, ça nous amène à regarder comment, dans mon engagement, je déploie mon énergie. Parce que, comme je dis souvent, notre énergie, certes, elle est renouvelable, mais elle est épuisable. Hein. Et si on prenait l'image de la batterie d'un téléphone portable, quand on laisse l'intensité de la batterie s'affaiblir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, le téléphone finit par s'éteindre. Et même si à ce moment-là, je rebranche, il y a toujours un petit laps de temps où je ne peux rien faire, je suis bloquée. Donc, et malheureusement, les personnes que nous voyons arriver et qui sont en état d'épuisement, de burn-out, sont dans ce moment où, voilà, à force d'avoir brûlé toute l'énergie, sans avoir eu de possibilité de recharger régulièrement, eh bien, on peut se trouver dans cet état d'épuisement. Et donc, si je regarde au niveau de mon énergie, de la gestion de mon énergie quotidienne, ça pose la question des différentes dimensions: l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie relationnelle. Vous l'avez sans doute remarqué, on n'a pas besoin d'avoir une journée où on est particulièrement sur de l'énergie physique pour se retrouver complètement épuisé, parce que ce qui se vit au niveau de l'émotionnel et du relationnel, même si on restait statique
consume notre énergie. Et donc, dans la mesure où mon énergie se décharge, j'ai besoin de prévoir comment la recharger, c'est-à-dire comment me ressourcer. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Du coup, alors, vous avez remarqué, moi j'aime bien les visuels parce que je me dis qu'en dehors de ce qu'on se dit, il y a des images qui nous interpellent. Donc là, vous allez avoir sur 3 diapositives des images qui, en termes d'épuisement, ont justement une charge émotionnelle. Voilà. Donc vous avez ici quelqu'un qui tient en équilibre. L'équilibre a l'air stable et bon. Ici, enfin, c'est un tunnel et c'est l'idée de le bout du tunnel, mais quand même on est dans le tunnel. Et ici, c'est le petit hamster qui court, qui est un petit peu prisonnier de sa roue. Voilà. Donc, il se peut que des fois nos journées ressemblent un petit peu à ce rythme effréné et qu'on puisse se dire quand est-ce que la roue va ralentir sans être conscient que c'est quand même les petites pattes qui font le rythme. Alors l'équilibre, il est quand même... enfin, ça a l'air serein. Il y a intérêt à arriver au bout. Quand oui, même. oui, c'est ça. Oui, on est juste au début. On est juste au début. Et du coup, on verra comment justement, dans notre quotidien, on peut être constamment en équilibre. Donc cette idée d'être attentif à notre équilibre pour ne pas risquer la chute. Bon, ceci dit, est assuré. Deuxième série d'images où là, bah voilà, on est sur une prise de risque. Des fois, on se dit, je le fais, ça va passer. Là, c'est vraiment comme un appel à l'aide. Et là, c'est je donne le maximum. Voilà. Donc, je ne sais pas si certaines de ces images vous parlent et éventuellement vous font penser à des périodes où vous vous êtes senti un petit peu dans ces situations un peu extrêmes. Et je vous en mets 2 supplémentaires. Voilà. Tirez sur la corde. Hein. La corde, au bout d'un moment, quand il ne reste plus qu'un fil, il est temps de prendre des mesures. Et là, c'est vraiment cette idée de se consumer. Alors là, il en reste encore un petit peu, mais... Donc, voilà, dans le prendre soin, il y a cette idée de, par rapport à mon énergie, ma capacité à être dans les services, dans ma mission, où j'en suis et comment je me sens par rapport à cette idée d'énergie qui n'est pas inépuisable. Alors, la question que ça pose, c'est l'équilibre au quotidien. Je pense qu'il y avait ce matin un atelier sur l'équilibre de vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Donc en fait, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut relire, c'est comment dans mon engagement, dans ma façon d'être au service, parce que être au service, c'est on s'y met dans la joie, mais par rapport au temps et à l'énergie que j'y passe, est-ce qu'à des moments, je suis justement dans cet équilibre ou est-ce que je peux risquer ce déséquilibre? Alors, là, je vais vous donner juste quelques petits éléments sur quand il y a des équilibres, on va retrouver le mécanisme du stress, puisqu'en fait, le stress en lui-même,
c'est cette capacité au départ que nous avons à nous adapter entre les situations qui demandent une action et les moyens que j'ai à ma disposition. Et donc, on est toujours dans cette espèce d'équilibre, enfin, comme si on avait sur une balance les ressources dont je dispose et ce que je vais devoir entreprendre. Et donc, au départ, le terme de stress, il n'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire qu'il y a du bon stress qui va nous permettre d'être en énergie, d'avancer, d'avoir de l'élan, d'avoir des projets. Mais tout est une question de dosage, parce que dès que le stress va durer plus longtemps ou être plus intense, voire même, on le voyait ce matin avec le TRIAPS, en situation, des situations d'abus, etc., on va être sur des situations de stress aigu, hein, qui ne durent pas longtemps, mais qui sont vraiment extrêmes. Et donc, on va à ce moment-là passer dans le rouge. Voilà. Donc, en fait, notre organisme, physiologiquement, est toujours dans cette analyse de, par rapport à l'événement, par rapport à ce que je dois vivre, quelles sont les ressources dont je dispose. J'ai rendez-vous à 14h, je suis partie dans les temps sans stress pour arriver. Malheureusement, j'ai un pneu de voiture qui éclate. À un moment, je ne vais pas avoir suffisamment de ressources pour arriver à l'heure, compte tenu de ce qu'il faut que je mette en place, changer la roue, etc. Donc, à partir de là, quand on est dans un déséquilibre où la demande pèse plus lourd que les ressources, deux solutions. Soit je vais avoir la possibilité de faire bouger la demande. C'est-à-dire que si le rendez-vous était à 14h, que j'ai ce souci, si je téléphone et que j'arrive à ce que le rendez-vous soit décalé à 15h, ben ça va faire baisser mon niveau de stress parce que, à nouveau, la demande elle est accessible par rapport aux moyens que j'ai. Autre option, augmenter les ressources. Et là, c'est souvent faire appel à quelqu'un d'autre. Donc si, dans la rue, une personne aimable me donne un coup de main pour changer la roue, et justement, c'est quelqu'un de très dégourdi qui fait ça très vite, etc., j'augmente les ressources, et donc, j'ai peut-être une chance, quand même, d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Donc, vous voyez ce balancier ressources, exigences de la situation. Et ce qui se passe, c'est que tout ça, ça se fait instantanément, et c'est un mécanisme qui est humain et dans le monde animal aussi, puisque un mouton qui broute tranquillement, dès qu'il entend un bruit inhabituel, il s'interrompt et son corps mesure en permanence à quel point il va être capable de répondre à la situation si c'est un prédateur qui est à proximité. Voilà. Donc, la plupart du temps, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans notre corps parce que ce sont des petites adaptations qui sont nécessaires. Mais, des fois, nos journées peuvent nous mettre en stress par rapport à des événements intenses, à une surcharge, etc. Du coup, par rapport à ça, juste pour que vous ayez une idée, le stress se déroule toujours en 3 phases. La phase d'alarme, là je prends conscience de quelque chose que je vais devoir assumer. Et là, je commence à avoir des petits des signes, des répercussions physiologiques. Par exemple, qu'est-ce que vous auriez comme petit signe quand vous êtes dans une situation tendue? Comment ça se manifeste? Tachycardie. Par exemple, oui. Le sommeil. Le sommeil. Oui. Comment? Par patience. Oui, tout à fait. Donc il y a à la fois des conséquences qui peuvent être physiques, alors ça peut être des tremblements, ça peut être des personnes qui viennent mal à la tête, mal au ventre, etc. Mais c'est parce que le corps est en situation de devoir faire face à une situation inattendue et démesurée par rapport à ce que j'ai comme capacité à ce moment-là. La phase de résistance, où là je vais tenir le coup, voilà. Et
selon la durée de cette phase de résistance, eh bien, c'est là que je risque d'aller vers l'épuisement. Parce que là, je suis en train de consommer, pour le coup, beaucoup de mon énergie. Et comme je suis en plus en train de vivre quelque chose qu'il faut que j'assume, eh bien, j'ai le nez dans le guidon et je ne me rends pas compte à quel point je suis embarquée dans cette phase de résistance. Je passe sur les conséquences en termes d'hormones, de ce qui se passe au niveau de ces phases-là, mais globalement, pour vous dire que l'hormone la plus caractéristique des périodes de stress, c'est le cortisol, qui fait un certain nombre de dégâts dans notre corps, à notre insu. Alors, quand c'est des stress ponctuels et qui ne durent pas trop longtemps, ça va. Quand c'est sur une longue durée, c'est là que le cortisol se manifeste. Je surveille un petit peu de loin. Juste pour vous dire aussi que au niveau émotionnel et efficacité, ce stress a des répercussions directes qui ont été largement étudiées. Et pour vous dire, on parlait tout à l'heure de bon et mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qu'on a au début qui nous met en action. Mais au-delà d'un certain seuil, eh bien, ou d'une certaine quantité de stress, quand on est dans l'extrait de stress, on va avoir tout un tas de répercussions. On va sentir de la pression, fatigue, anxiété, épuisement, perte de contrôle, panique, dépression, burn-out. Voilà. Et là, c'est la même chose au niveau émotionnel, où là, quand on a très peu de stress, bon, c'est l'inactivité, la décontraction. Là, le stress optimum, c'est par ici. Et à partir de là, l'irritabilité, la colère, l'anxiété et jusqu'au burn-out. Des questions par rapport à ça? Donc les conséquences au niveau d'un petit peu tous nos organes, d'où l'utilité de pouvoir prendre du recul et réfléchir à nos limites. Donc, quand je dis oui à quoi, pourquoi, à quel moment, à qui et jusqu'où, vraiment jusqu'où, parce que quand je dis oui, je suis dans la joie du service, dans cet engagement, dans une hyper disponibilité, dans une grande générosité. Et pour autant, j'ai des limites. Et quand je vais dire non, même chose, à quoi je dis non, pourquoi, à quel moment, jusqu'où, puisque je suis soumis à des contraintes physiques, psychologiques, en temps, en énergie, etc. Les contraintes physiques, vous voyez de quoi je veux parler. Si on me demande un service pour aider quelqu'un, il va falloir quelque chose qui va beaucoup me mobiliser au niveau de mes forces. Il se peut que je ne sois pas en capacité physique de le faire. Psychologique, oui. Il y a par exemple des accompagnements qui sont vraiment particulièrement intenses. Et à un moment, je peux me rendre compte que c'est au-delà de mes possibilités du moment. Voilà. Donc, l'important, c'est d'essayer de voir justement où sont mes limites et de consentir à mes limites. Nous ne sommes pas tout-puissants, seul Dieu l'est. Et du coup, nous avons des limites qui sont nos fragilités, mais qui sont aussi notre humanité. Et justement, les limites des uns sont souvent complétées par les ressources des autres et inversement. Comment ça vous fait réagir d'avoir ce mot limite? Oui. Moi, c'est quelque chose auquel j'essaie d'expérimenter de plus en plus chaque jour. Parce que pour moi, on m'a dit un peu où c'était très difficile de marquer mes limites. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai du mal de savoir les exprimer.
par exemple, envers les autres et même aussi envers moi-même, c'est comment je peux dire à l'autre: «Là, je peux pas» ou comment aussi dire les choses sans blesser également la Mhm. personne, heu, comment aussi l'expliquer? Moi, c'est des choses auxquelles je me pose encore pas mal de questions et voilà, pas mal de questions. On va voir. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui? C'est aussi, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Euh, Pas tout le monde a cette compréhension du fait que les limites, c'est quelque chose d'important. Et du coup, parfois, le simple fait d'avoir besoin d'exprimer ses limites qui sont légitimes n'est pas forcément reçu pour ce que c'est. Et que ça peut être reçu comme du rejet de la personne, Mhm. alors que c'est pas du tout le cas. Et là, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un constat de difficulté qu'il y a de ce manque d'éducation sur ça, justement, qui peut freiner cette processus-là. Alors, juste deux petites choses. Quand on nous pose une question où on se sent obligé, enfin, il y a une réponse oui ou non qui est attendue. La première chose, c'est de savoir comment est posée la question. Est-ce que derrière la question posée, il y a vraiment une égale liberté pour le oui ou pour le non? C'est sûr que si je reprends l'exemple du pneu crevé, si en sortant de ma voiture, je vais voir le premier passant et je lui dis ah, j'ai vraiment, vraiment besoin que vous m'aidiez, je ne peux pas faire autrement, euh, la liberté de m'aider ou pas, elle est, réduite. Et puis, euh, quand, souvent, j'ai l'impression que je vais devoir donner la réponse dans l'instant. Et ça, c'est un petit peu piégé parce que dans l'instant, souvent, j'ai pas suffisamment de temps pour regarder l'ensemble des conséquences de l'engagement que je vais prendre ou de l'action que je vais faire. Donc déjà, de pouvoir avoir un petit peu de temps en disant, bon, j'ai bien compris la demande, est-ce que j'ai une demi-journée ou enfin une heure pour répondre. Donc ça nous permet, nous, de pouvoir poser les choses et puis effectuer au final un discernement. Et puis, si je m'aperçois que je dois dire non, c'est jamais simple. Hein, c'est toujours plus léger de dire oui que de dire non. Mais dans la façon de dire non, je vais pouvoir, ça va pas être juste, bah non. Déjà, comment dire, rassurer la personne sur le fait qu'on a bien entendu sa demande, qu'on aimerait bien, si c'est le cas, hein, qu'on aimerait bien y répondre, mais que au moment précis, etc., ça va pas être possible en l'état. Et on peut peut-être essayer de trouver une solution intermédiaire. Je vais t'aider à trouver une autre personne. Vous voyez. Mais ce qui peut nous faire peur, c'est le non tout court, de devoir dire non. Voilà. Pas besoin non plus d'être forcément dans la justification. Mais en tout cas, de ne pas avoir un non tout sec. Et puis de se dire aussi que, voilà, par définition, on a des limites et on ne peut pas dire oui à tout. Hein. Par rapport, là, j'ai voulu vous mettre une roue des signaux un petit peu avant-coureurs de l'épuisement, qui est au départ issu de ce qui... enfin non, ça peut être pour tout le monde, mais en tout cas, les petits signes sur lesquels on peut être attentif parce que c'est des petites manifestations en termes d'émotion, de la tristesse, de la peur, de la colère, hein, qui sont plus fréquentes que d'autres fois. Des alertes au sens, des choses qui ne sont pas tout à fait comme d'habitude. Et il faut se dire que des fois, notre corps nous renseigne comme si c'était un tableau de bord avec des petits clignotants qui s'allument. Sauf que des fois, je fais comme si les clignotants, je ne les voyais pas et je me dis, ça va passer. Sauf que des fois, de plus en plus de clignotants s'allument. La souffrance physique, donc des maux de dos, etc. Les addictions diverses et variées. Ça peut être des films, ça peut être des jeux, ça peut être
plein de choses. Les rapports avec la hiérarchie, donc ça, bon, au départ c'est plutôt en entreprise, mais peut-être que ça trouve euh, son lieu partout. Les comportements à risque, hein, donc se dire, bah oui, ça, je vais le faire, ce trajet, il faut que je le fasse, donc je vais prendre la route, même s'il est très tard, même si j'ai pas dormi, je le fais. Un certain cynisme, hein, des petites remarques un peu, je sais pas comment vous dire, un peu aigre-douce des fois, qui signalent que quand même intérieurement, il y a quelque chose qui est douloureux. L'efficacité personnelle, oui, on est moins efficace quand on est en surcharge, voilà. Et puis des petits soucis de concentration, d'attention, les horaires qui deviennent plus difficiles à respecter, et puis sommeil et fatigue, hein, vraiment des signaux comme cela. Donc, dans la façon d'être attentif à nous-mêmes, et puis du coup, ça peut être aussi dans le prendre soin d'équipiers qui sont sur la même mission que moi, et chez qui je décèle aussi des petits signes comme ça. Ça veut dire, bon, c'est le moment de lever le pied un petit peu. Voilà, alors là c'était juste, je ne sais pas si on a trop le temps. Je voulais, ce matin on a parlé de Saint Bernard, je voulais vous montrer ce texte Saint Ignace de Loyola, qui notamment disait ne soyez pas inquiets de tout, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. L'anxiété et l'inquiétude de l'esprit ne plaisent point à Dieu. Le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut nous voir croire que sa bonté peut suppléer à l'imperfection de nos moyens. Bon, si vous voulez, je vous ferai repasser ce texte. Juste, voilà, là donc il n'est pas nécessaire de se fatiguer outre mesure, bien plus lorsqu'on s'est efforcé d'agir. Lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il veut. Donc, le don. Dans le don, il y a ce qui est donner, recevoir, se donner. Les critères qui peuvent nous aider par rapport à la façon dont nous donnons et jusqu'où nous donnons, c'est de regarder à quel point on est dans la justesse de ce que je fais, être dans la prudence, veiller sur ce don avec discernement et avec confiance. Et du coup, ce qu'on disait, consentir à ses limites et prendre soin de soi. J'avais monté de références, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps. Oui, pardon. C'est Marc 6, 30 à 34, Jean 4 à 6. Et c'est des moments où Jésus lui-même va prendre le temps de se retirer, se reposer. C'est bon, je peux. Et ce que disait Monseigneur Battu ce matin, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le don, c'est ni une citerne où je garde ce que j'ai reçu et c'est juste pour moi, ni un canal où je reçois et tout de suite ça repart. Et donc c'est plutôt en fait une vasque où je reçois et de ce que j'ai reçu, je peux à mon tour donner. Donc le Seigneur nous donne en abondance et à partir de là, nous pouvons partager. Alors, prendre soin de soi dans toutes les dimensions de notre être, pourquoi, comment, on a déjà donné un petit peu des axes. Donc,
Dans notre dimension corporelle, ça va être notre santé physique qui doit retenir notre attention. Dans notre dimension émotionnelle, ça va être nos relations et nos émotions sur lesquelles nous allons veiller. Dans notre tête, notre santé mentale et surtout pour notre âme, notre croissance spirituelle. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient à l'atelier de ce matin sur prendre soin de son âme. Voilà, donc ça a donné lieu à tout un atelier et tout cela avec chasteté pour pouvoir mener à bien nos missions sur la durée. Parce que l'enjeu, c'est la durée. Si je m'épuise, je ne serai plus en mesure de continuer mon engagement et continuer mes dons. Et ce que nous disions tout à l'heure, c'est que des fois, ça peut passer par oser demander de l'aide. Hein, si je me rends compte que donc je ne suis pas en capacité de donner autant que ce que j'avais prévu. Oser s'exprimer, donc oser le dire, et puis oser dire non, éventuellement, mais en ayant discerné au préalable et en le formulant d'une manière constructive et bienveillante. Pour se ressourcer, alors chacun a certainement plein d'idées, plein de pistes, mais bien sûr, se ressourcer au désert, entre guillemets, hein, prendre un temps à l'écart et se mettre à l'écoute de la parole et de soi-même, voilà, se nourrir avec les nourritures spirituelles et terrestres, pouvoir récupérer, hein, notre corps a des limites et donc le repos nous permet de recharger les batteries, ainsi que des activités plus de détente et la respiration. Alors, la respiration est vraiment une grande alliée par rapport à notre stress, par rapport à ce que nous avons à traverser au quotidien. C'est ce que je transmets un peu tous les jours. Là, on n'a pas trop le temps, mais vraiment, la respiration a cette capacité, selon les rythmes de respiration qu'on a, de nous permettre d'avoir des sas qui nous évitent d'être en stress et sur stress. Hein. L'échange, le dialogue, et puis, en cas de besoin, pouvoir passer le relais. Hein. Voilà, et puis là, c'était juste une diapo pour que chacun puisse réfléchir peut-être à des axes très concrets pour soi-même de comment je vais me ressourcer spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà, donc ça, vous aurez le temps de réfléchir là-dessus. Et puis, pour terminer, j'avais envie de... Alors, deux choses. Avant cette prière, par le Père Guy Gilbert, je voulais juste vous parler d'une métaphore que j'aime beaucoup, qui est la métaphore des deux jarres. Et c'est l'histoire d'un porteur d'eau qui a deux jarres. Une jarre qui est toute belle, en bon état, qui est parfaite pour porter de l'eau, et l'autre jarre qui est plus ancienne, qui a été un peu ébréchée et qui, comme elle est un peu fêlée, perd des gouttes d'eau. Et donc chaque jour, le porteur amène les jarres et la jarre qui est un peu fêlée demande pardon au porteur en disant je suis désolée, je suis pas très efficace parce que voilà, je laisse passer l'eau sur le chemin. Et le porteur d'eau lui dit mais regarde autour de toi et que vois-tu? Et en fait la jarre dit il y a un côté qui est juste avec de l'herbe et un côté qui est tout fleuri, et il lui dit voilà, c'est bien grâce à justement ces gouttes d'eau que tu as laissé tomber, grâce à ces faiblesses-là, que a pu jaillir ce bel espace. Voilà, donc ça c'est aussi à garder en tête par rapport à nos vulnérabilités, nos fragilités, qui sont juste le fruit de notre incarnation. Voilà. Et pour finir, donc la prière du Père Guy Gilbert, Seigneur, apprends-moi à me reposer, apprends-moi à laisser les choses en suspens, à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir. Apprends-moi à accepter d'être fatigué,
apprends-moi à finir une journée, autrement je ne saurais pas mourir. Car il reste encore du travail après moi. Apprends-moi à accepter de n'être pas toi. Voilà. Et donc, pour vous dire que voilà, le repos, c'est quelque chose qu'on peut considérer à la fin de chaque journée. On a normalement la nuit pour nous reposer. À la fin de chaque semaine, puisque le dimanche est fait pour se reposer, et à la fin de chaque année, hein, dans le rythme annuel, on a aussi un temps de repos qui est nécessaire pour nos corps et puis pour prendre des temps pour rendre grâce, pour profiter de tout ce qui, le reste de l'année, nous entraîne dans un rythme accéléré. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, des remarques. Oui. Vous avez parlé de respiration tout à l'heure, que c'était un truc sur lequel vous faisiez travailler les gens. Est-ce que vous parlez de respiration dans le genre je sors dans la nature et je prends un bol d'air, ou d'exercice de respiration en fait, pour la gestion du stress? Les deux. Alors, je sors dans la nature et je m'oxygène, c'est déjà très bien. Mais je n'ai pas toujours la possibilité de sortir dans la nature. Donc, si je suis même dans une salle, derrière un bureau, etc., de pouvoir faire des exercices de respiration, ça va pouvoir m'aider à redescendre en pression si je sens que je suis tendue. Quand vous parliez du stress sur les diapositives, il y avait le mot à 2 reprises au moins inactivité. J'ai pas bien compris. C'est inactivité, ça quand on fait absolument plus rien. Rien. Oui, mais dans la tête, ça tourne toujours. Enfin, sauf on peut être stressé. On peut être stressé sans avoir une activité phénoménale. Donc, Oui, c'est justement quand il n'y a pas de stress du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie, il y a pas, je suis un peu, je végète, quoi. ah, dans ce sens-là. Je végète, oui. Oui, mais là, c'était le côté positif. Inactivité du côté positif. Oui, parce que les autres, je savais que j'aurais pas le temps. Est-ce que c'est là? Ici, il a très peu de stress, inactivité. Donc là, c'est avant qu'il y ait de l'énergie, en fait. Parce que là, dans le schéma à gauche, il y a marqué bon stress, inactivité. Oui, mais absence de stress, là. Là, c'est absence de stress. Je ne suis pas en action. Je suis... alors, Ah, le bon stress, c'est pas la partie gauche, c'est simplement quand ça monte un peu. le bon stress, D'accord. c'est là, oui. Ah oui, d'accord. Et on peut être très tranquille sans être stressé et être actif quand même. C'est-à-dire l'inactivité et le stress, c'est des choses. L'excès d'activité peut amener le stress, mais avoir une activité normale n'amènera pas forcément. Non, ça dépend de la balance. C'est pas tout à fait l'inactivité, Non, ne rien faire. Oui, c'est je sais pas comment on peut dire. Atonie. Le niveau zéro. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et puis, continuez de prendre soin de vous.